Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Le lendemain en classe, Kyuya discute de l'explosion et de l'incendie dans le hangar avec les élèves. Mais au lieu de nommer directement Nana comme coupable, il a dit aux étudiants que c'était l'ennemi de l'humanité qui avait tenté de le tuer hier. Mais les étudiants ne croient pas que l'ennemi est sur l'île. Un instant plus tard, les filles de la classe sont soudainement devenues excitées. Il s'avère que la cause est que Michiru, l'une des filles de la classe, reçoit une lettre d'amour d'une personne anonyme, lui demandant de le rencontrer après l'école. Michiru elle-même a un talent pour guérir les blessures. Alors même si elle se réjouissait de la lettre d'amour, elle a immédiatement essayé de guérir Nana après avoir vu sa jambe blessée. La méthode consiste à lui lécher les pieds. Même ainsi, sa durée de vie serait réduite à chaque fois qu'elle utiliserait son talent. Quelle cruelle ironie. Et ce qui est encore plus triste, c'est que l'expéditeur de la lettre ne vient jamais quand Michiru l'attend après l'école. Au lieu de l'expéditeur, c'est Nana qui est apparue. Elle dit que le gars que Michiru attendait n'existe pas parce que la lettre d'amour n'était qu'une farce conçue par ses camarades de classe, Kirara et Kaori. Michiru pleura tristement lorsqu'elle découvrit que les deux filles qu'elle considérait comme amies depuis si longtemps l'avaient humiliée avec des blagues stupides. Mais d'un autre côté, elle était heureuse que Nana lui ait parlé de la lettre, et elle l'en remerciait. Eh bien, Nana a peut-être trouvé sa prochaine cible à tuer. Mais maintenant, elle devait être plus prudente car, depuis l'incident de l'explosion, Kyuya la soupçonnait. Il l'a même regardée pendant qu'elle parlait à Michiru. Plus tard dans la nuit, dans sa chambre, Nana réfléchit à la façon dont elle devrait tuer Michiru. La fille a des capacités de guérison, donc si Nana blesse son corps, elle peut facilement guérir la blessure. Le seul moyen possible est de la poignarder dans le dos. De cette façon, elle ne pourrait pas lécher sa blessure. Mais quand Nana est sortie de sa chambre pour se rendre dans la chambre de Michiru, à sa grande surprise, elle a trouvé Kyuya qui montait la garde à sa porte. Elle a demandé ce qu'il faisait dans le dortoir des filles. Pourtant, il avait déjà préparé sa réponse. Il avait peur qu'elle soit attaquée par l'ennemi, et c'est pourquoi il a décidé de la garder. Pensant qu'elle ne pouvait pas accompagner Kyuya pour rester éveillée toute la nuit, Nana a mis la musique à fond et s'est glissée par la fenêtre. Cela, cependant, n'était toujours pas suffisant pour tromper Kyuya, qui pouvait déjà deviner qu'elle mettait délibérément la musique en place pour pouvoir le fuir. Et il était sûr qu'elle irait dans la chambre de Michiru. Effectivement, Kyuya a vu Nana courir vers la chambre de la fille, alors il l'a suivie. Mais il fut surpris quand il ouvrit la porte de la chambre de Michiru. Il a vu Nana allongée avec un grave coup de couteau pendant que Michiru, à côté d'elle, tentait de soigner sa blessure en la léchant. Dès qu'elle a découvert que Kyuya l'avait suivie, Nana lui a dit qu'elle avait entendu les voix de l'ennemi de l'humanité se diriger vers la chambre de Michiru. Elle avait peur qu'il la tue, alors elle s'est précipitée par la fenêtre pour sauver Michiru. L'ennemi lui-même est comme un être invisible, dit Nana. Ils l'ont soudainement attaqué et ont tout simplement disparu. Mais bien sûr, tout cela n'était qu'un gros mensonge. Nana s'est délibérément poignardée pour que Kyuya ne la soupçonne plus. Pourtant, Kyuya ne pouvait pas se débarrasser de ses soupçons sur Nana. Si ce qu'elle a dit était vrai, pourquoi ne l'a-t-elle pas appelée quand elle a entendu des voix suspectes? Et pourquoi l'ennemi s'est-il immédiatement enfui après l'avoir poignardée? Pourquoi n'ont-ils pas poursuivi leur action en tuant Kyuya et Michiru? Alors Kyuya a confronté Nana le lendemain en classe et lui a posé toutes les questions qu'il avait en tête. Mais là encore, il n'avait pas de preuves solides qu'elle mentait, et il n'y avait aucun moyen qu'elle l'admette. De plus, les étudiants avaient entendu parler de ce qui s'était passé la nuit dernière, et ils ont tous cru et sympathisé avec elle. Et Nana est bien consciente que c'est une bonne occasion de les rallier encore plus à ses côtés. Elle a donc fait semblant de pleurer devant les étudiants tout en répandant des rumeurs selon lesquelles l'ennemi de l'humanité s'était infiltré dans l'île. Et elle était sûre que l'ennemi avait tué Nakajima. Le jeu de Nana est si convaincant que Michiru propose à tous les élèves de la nommer présidente de classe. Après tout, elle avait sauvé la vie de Michiru. Il n'y a pas de meilleure personne pour être présidente de classe que la brave Nana. Inutile de dire que tous les étudiants étaient d'accord avec la proposition de Michiru. Maintenant qu'elle est présidente de classe, Nana use immédiatement de son autorité en ordonnant à Michiru de recueillir des informations sur les talents de tous les élèves de la classe. L'innocente Michiru obéit à ses ordres sans se poser la moindre question. Seul Kyuya doute encore de son innocence, même s'il dit devant elle qu'il ne la soupçonne plus. Mais son comportement était à l'opposé de ce qu'il disait. Comme un détective, il pose encore de nombreuses questions, comme pourquoi la blessure sur le dos de Nana semble avoir été causée par un objet pointu comme un couteau ou un pic à glace. Si Nana était attaquée par un monstre, il n'y avait aucun moyen qu'ils utilisent un objet pointu comme celui-là pour la poignarder. Bien que irritée par son comportement, Nana a dû admettre la forte intuition et la déduction de Kyuya. Elle fabrique donc une nouvelle arme pour que le prochain meurtre ressemble davantage à un meurtre magique. Pour cela, elle a choisi de fabriquer des aiguilles empoisonnées. Alors que Nana se dirige vers les dortoirs plus tard dans la nuit, elle est approchée par Tsukishi, un étudiant qui prétend qu'il peut voir l'avenir. Et le meilleur de tous, il peut imprimer des photos de ses visions futures. Mais la dernière photo qu'il a imprimée l'a dérangé, alors il l'a montrée à Nana. C'est vrai. La photo a quelque chose à voir avec elle car elle montre qu'elle a essayé de le tuer à 22 h la nuit suivante. Nana fait semblant d'être désemparée, affirmant qu'elle n'a aucune intention de blesser Tsukishi.
Alors pour la convaincre davantage qu'il pouvait voir l'avenir, il l'a emmenée à la cafétéria, où il a expliqué sa capacité. Il a souligné que les gens ne peuvent pas changer l'avenir, puis lui a montré une autre photo de l'avenir, dans laquelle les nouilles qu'elle a commandées à la cantine ce soir sont restées coincées dans sa tête. En voyant la photo, Nana choisit de passer sa commande à autre chose que des nouilles. Mais ce qui est sur la photo s'est vraiment passé. Le pied de la serveuse a glissé, faisant voler les nouilles qu'elle transportait sur la tête de Nana. Maintenant, Nana croit vraiment que Tsunkishi peut en effet voir l'avenir, et l'avenir de ces photos ne peut pas être changé. D'autre part, Tsunkishi exhorte Nana à révéler pourquoi elle veut le tuer, même s'il n'est pas l'ennemi de l'humanité. Mais encore une fois, elle nie vouloir le tuer, forçant Tsunkishi à lui montrer une autre photo, à savoir la photo où Nana a poussé Nakajima d'une falaise. Donc pendant tout ce temps, Tsunkishi avait su que Nana avait tué Nakajima, mais il s'est tu car il voulait la faire chanter, et finalement, il a trouvé cette opportunité ce soir. Il promet de ne pas révéler le secret de Nana si elle devient sa petite amie et fait ce qu'il veut. Dans cette situation, elle ne pouvait rien faire d'autre que lui obéir. Tsunkishi a ensuite emmené Nana dans sa chambre et lui a dit de lui masser le dos. Elle pouvait en fait le tuer tout de suite en le massant, mais elle a choisi de ne pas le faire parce qu'elle voulait d'abord savoir comment il pourrait prendre de futures photos. De plus, elle ne voulait pas le tuer dans les dortoirs de peur d'être rattrapée par les étudiants de la pièce voisine. Elle a donc attendu qu'il s'endorme en réfléchissant à un moyen de le tuer. Et c'est alors qu'elle a vu comment Tsunkishi tenait son appareil photo pendant son sommeil. Pensant que c'était suspect, Nana a vérifié l'appareil photo et lui a fait appuyer avec précaution sur le bouton de l'appareil photo. Effectivement, de futures photos sont sorties de cet appareil photo, et l'une d'elles l'a prise par surprise. Elle a décidé de sauvegarder cette photo avant de prendre l'appareil photo de Tsunkishi à l'extérieur du dortoir, dans l'intention de vérifier si elle pouvait l'utiliser pour voir l'avenir. Mais apparemment, seul Tsunkishi peut utiliser l'appareil photo pour photographier le futur. Lorsque Nana l'utilise, ces clichés ne produisent que des photos ordinaires. Ainsi, avec cela, Nana a finalement compris comment Tsunkishi pouvait prendre des photos du futur. Il s'est avéré qu'il a vu l'avenir de son rêve, puis il a imprimé son rêve à travers la caméra. Le lendemain, Tsunkishi s'est rendu compte que Nana avait pris son appareil photo la nuit dernière. Il pouvait le dire parce qu'il pouvait obtenir 5 futures photos par jour, rien de moins, rien de plus. Mais quand il s'est réveillé ce matin, il n'a trouvé que 4 photos, indiquant que quelqu'un en avait secrètement arraché une. Et personne d'autre que Nana ne peut le faire. Effectivement, lorsqu'il a fouillé le corps de Nana, il a trouvé une photo cachée dans la poche de ses vêtements. Et ce qui est encore plus surprenant, la photo montre Nana morte avec son corps lié par des cordes. La photo fit croire à Tsunkishi qu'il ne mourrait pas ce soir. À sa place, c'est Nana qui mourra. Il a donc demandé à Nana de le rencontrer à 10 h, pour prouver qu'il n'allait vraiment pas mourir. Mais bien sûr, Tsunkishi mourrait ce soir. La photo qu'il a trouvée dans la poche de Nana n'était qu'une fausse photo qu'elle a préparée en utilisant son appareil photo pour le tromper. La photo originale montre Kyuya et Michiru trouvant le cadavre de Tsunkishi à PE hangar. C'est pourquoi Nana a été surprise de voir la photo hier soir. Ainsi, après avoir réussi à tromper Tsunkishi, Nana est venue à PE verser plus tôt que lui pour qu'elle puisse le tuer en secret. Mais juste au moment où il était sur le point d'entrer dans l'endroit, la boîte d'aiguilles empoisonnée qu'elle avait préparée tomba accidentellement, la forçant à étrangler le cou de Tsunkishi avec une corde, tout comme celle de la première photo. Mais il s'avère que Tsunkishi est venu au hangar avec des préparatifs. Il dénoua les cordes autour de son cou et renversa la situation. Mais à ce moment, Nana a attrapé l'aiguille empoisonnée et l'a poignardé dans son bras, le jetant au sol. Au moment de sa mort, Tsunkishi est confus, se demandant pourquoi il est mort à la place de Nana. Et il ne pouvait maudire sa stupidité qu'après avoir appris la vérité d'elle. À la fin, il est mort après que le poison se soit répandu dans tout son corps, comme on le voit sur la photo. Puis un peu plus tard, Kyuya et Michiru sont venus dans le hangar. Ils cherchaient en effet Tsunkishi, et ils décidèrent de regarder dans le cabanon après ne pas l'avoir trouvé dans sa chambre. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. D'un autre côté, Nana avait déjà préparé une excuse pour expliquer pourquoi elle pouvait être dans le hangar des nuits comme celle-ci. Elle dit à Kyuya et Michiru que Tsunkishi a été attaqué par l'ennemi de l'humanité, et lorsqu'elle arrive au hangar, elle le trouve déjà mort. Kyuya ne la croyait pas forcément, d'autant plus qu'il avait déjà trouvé la fausse photo. De plus, les autres étudiants avaient entendu dire par Tsunkishi qu'il sortait avec Nana. La photo et l'information ont fait suspecter à Kyuya qu'il devait se passer quelque chose entre Tsunkishi et Nana. Encore une fois, Nana avait prévu que cela arriverait. Elle explique que Tsunkishi a pris ses photos nues et qu'il les a utilisées pour la forcer à être sa petite amie. Si elle refuse, il menace de diffuser les photos à la classe. Réalisant que son histoire avait du sens, Kyuya ne put s'empêcher de laisser partir Nana. Il ne savait pas que Nana s'était ensuite rendue dans la chambre de Tsunkishi pour récupérer le reste des futures photos. Mais à sa grande surprise, elle a découvert qu'il manquait une photo. Pire encore, une photo montre Nana poussant Nakajima d'une falaise. La photo s'est avérée être portée par Tsunkishi sous son uniforme. Et maintenant, la photo a été retrouvée par Michiru qui était toujours dans le hangar. Comme prévu, Michiru a décidé de montrer la photo à Nana. Elle sentit qu'elle devrait lui demander ce que signifiait la photo.
Cependant, sa décision était bonne car elle a poussé Nana à annuler son intention de la tuer. Au lieu de cela, elle explique à Michiru que Tsunkichi est très bon en retouche photo. Et il utilise ses compétences pour faire chanter d'autres étudiants, tout comme il l'a fait avec elle. Michiru croit l'explication de Nana, et elle obéit même quand Nana lui demande de garder secrète la photo qu'elle a trouvée. Le lendemain, alors que les étudiants assistaient aux funérailles de Tsunkichi, Kyuya est soudainement venu et a suggéré qu'il pratique une autopsie sur le corps de Tsunkichi. Mais juste au moment où il était sur le point d'ouvrir le cercueil, Tsunkichi se releva comme s'il était encore en vie. Il s'avère que c'était l'œuvre de Shinji, un étudiant doué de nécromancie. Voyant Shinji contrôler un cadavre comme ça, une fille nommée Yuka l'a réprimandé. Mais Shinji a estimé qu'il devait le faire pour découvrir la véritable cause de la mort de Tsunkichi. Ainsi, au lieu de faire une autopsie, Kyuya pourrait interroger directement Tsunkichi. Mais Nana, craignant que ses actions ne soient exposées, essaie de les arrêter du mieux qu'elle peut. Elle soutient qu'elle peut entendre les cris de l'âme de Tsunkichi, qui les supplie de le laisser mourir paisiblement. Le ressusciter ainsi reviendrait à torturer son âme. Et encore une fois, les étudiants ont cru les paroles de Nana. Ils ont demandé à Shinji d'arrêter de transformer Tsunkichi en zombie. En conséquence, Shinji désactive ses pouvoirs de nécromancie, permettant à Tsunkichi de retourner au cercueil. Tout comme Kyuya, qui a renoncé à pratiquer une autopsie sur le cadavre. Le lendemain, Nana se rend chez Yuka pour obtenir des informations sur Shinji, arguant qu'elle devrait connaître tous les élèves en tant que bonne présidente de classe. Cependant, elle ne pouvait pas obtenir beaucoup d'informations à part que Shinji allait rarement en classe et était souvent dans sa chambre. Nana sentit qu'il y avait quelque chose que Yuka lui cachait. Et pas seulement cela, elle a trouvé la relation entre Yuka et Shinji étrange. Elle a donc décidé de suivre Yuka pour en savoir plus sur eux. Jusqu'à une nuit, elle trouve Yuka en train de rencontrer secrètement Shinji. Et Nana pouvait dire qu'ils sortaient ensemble à la façon dont ils se traitaient lors de cette réunion. C'était pourtant une bonne chose pour Nana. De cette façon, elle pourrait les tuer tous les deux à la fois. Mais juste au moment où elle faisait son plan, Kyuya l'a surpris en train de regarder Yuka et Shinji. Le lendemain, alors que les élèves s'apprêtaient à prendre des cours d'éducation physique, Nana a fait semblant d'être malade et a demandé à Michiru de l'emmener à l'infirmerie. Mais dès que Michiru part, elle se lève de son lit et se rend au dortoir des garçons, où elle tue Shinji en lui enfonçant une aiguille empoisonnée dans le cou. Mais alors qu'elle était sur le point de retourner à l'infirmerie, elle a trouvé un chat coincé dans un drain, ce qui l'a mise en retard pour retourner à l'infirmerie. Ainsi, lorsque Kyuya et Michiru ont terminé leur cours d'éducation physique et sont allés à l'infirmerie pour vérifier Nana, ils n'ont pas pu la trouver là-bas. Mais à ce stade, Nana ne semblait plus se soucier de savoir si Kyuya la soupçonnait. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était que le chat soit sauvé, et elle a donc demandé à Kyuya et Yuka de l'aider à le sauver. Yuka lui a dit un jour qu'elle avait une super force, ce qui pourrait être très utile dans une situation comme celle-ci. Cependant, Yuka refuse de les aider, arguant qu'elle est allergique au chat. En fin de compte, ils n'ont vraiment pas besoin d'utiliser une super force ou quoi que ce soit. Ils peuvent faire sortir le chat en l'appâtant avec de la nourriture pour chat. Plus tard dans la nuit, Nana entre dans la chambre de Yuka pour la tuer. Mais juste au moment où elle était sur le point de lui enfoncer l'aiguille empoisonnée, quelqu'un l'a attaquée par derrière. Il s'est avéré que c'était Shinji, qui aurait dû mourir cet après-midi. Ici, il est finalement révélé que c'est en fait Yuka qui est le nécromancien, tandis que Shinji est le propriétaire du talent de super force. Shinji est mort il y a longtemps, et maintenant il n'est plus qu'un cadavre vivant contrôlé par Yuka. Elle révèle ensuite à Nana comment Shinji est mort. Ainsi, avant d'être envoyés sur l'île, Yuka et Shinji sortaient déjà ensemble. Mais un jour, alors qu'ils regardaient tous les deux un film au cinéma, un incendie s'est déclaré, tuant finalement Shinji. C'est alors que Yuka, qui aime trop Shinji, décide de le ressusciter en tant que mort-vivant. Et grâce à Shinji aussi, elle sait enfin que Nana est une tueuse de sang-froid. Elle pouvait même deviner que Nana avait tué Nakajima et les autres. Mais lorsque Yuka menace de la dénoncer aux autres étudiants, Nana admet de manière inattendue qu'elle a tué Nakajima et les autres. Mais même si elle tue des gens, elle prétend qu'elle n'est pas aussi cruelle que Yuka. Après tout, elle a laissé les gens reposer en paix pendant que Yuka jouait avec les corps des gens et les transformait en zombies. Utilisant ce fait, elle a menacé de dénoncer Yuka aux autres étudiants. Même ainsi, Nana est prête à garder le secret de Yuka et arrêtera d'essayer de la tuer tant qu'elle ne révèle pas ses crimes aux autres. Yuka, bien sûr, a refusé l'offre. Elle avait même l'impression que Nana ne comprenait pas sa position. En ce moment, à ce stade, Yuka avait un avantage sur Nana. Elle n'a pas le droit de lui proposer un marché. En entendant cela, Nana n'a pas encore voulu abandonner. Elle offre une dernière chose pour que Yuka accepte son offre. Autrement dit, elle dira à Yuka ce que pense Shinji. À cette époque, Yuka croyait toujours que Nana avait le talent de lire dans les pensées des gens, même si cette personne était morte. Elle a donc demandé à Shinji de laisser partir Nana avant de lui dire de tenir sa promesse. Nana fait ce qu'elle demande. Elle prétend que Shinji veut la mort de Yuka. Et après avoir dit cela, elle s'est enfuie dehors, laissant Yuka qui a finalement réalisé qu'elle venait de se faire avoir. Enragée, Yuka a poursuivi Nana, qui courait vers les montagnes. Elle a même ressuscité les cadavres dans les environs et leur a ordonné de la capturer. Il y avait beaucoup de cadavres que Yuka avait ressuscités, au point que cela a fait se demander à Nana, d'où venaient les cadavres?
Le gouvernement qui l'a envoyé n'a jamais mentionné que cette île contenait de nombreux cadavres. Après avoir réfléchi un instant, elle n'a trouvé que 2 possibilités concernant les cadavres. Soit les talentueux de la génération précédente se sont entretués, soit ils ont été tués par les agents secrets envoyés avant Nana. À la fin, Nana a réussi à échapper aux zombies, et quand elle était seule, elle a réfléchi à la façon dont Yuka pourrait contrôler les zombies. Elle a essayé de se souvenir de ce qu'elle avait vu dans la chambre de Yuka jusqu'à ce qu'elle réalise enfin les choses sous le lit de Yuka. Il n'y a pas d'autre moyen, pensa Nana. Ce doit être les effets personnels des zombies que Yuka utilisait pour les contrôler. Quoi qu'il en soit, la situation actuelle n'était toujours pas complètement sûre pour que Nana arrête de courir. Et ainsi elle a continué à fuir les zombies jusqu'à ce qu'elle trouve finalement une hutte abandonnée. En voyant le petit bâtiment, elle a soudainement eu une idée de la façon dont elle pourrait échapper à la poursuite de Yuka et de ses zombies. C'est pourquoi avant de se cacher dans la hutte, elle a d'abord joué avec la porte. Son plan était de s'y cacher jusqu'à ce que le soleil se lève. D'après les caractéristiques de Shinji, qui n'est jamais allé à l'école pendant la journée, Nana a deviné que les zombies ne pouvaient pas bouger quand il y avait du soleil. Alors, quand le soleil s'est levé, c'était sa chance de s'échapper. Quelques instants plus tard, Yuka a réussi à trouver Nana dans la hutte. Mais elle ne voulait pas risquer de rester là. C'était presque l'aube, alors elle décida de rentrer chez elle avec Shinji. Elle a seulement verrouillé la porte de la hutte de l'extérieur avant de partir pour empêcher Nana de s'échapper. Elle prévoit de retourner à la hutte avec son armée de zombies quand il fera noir. Mais quelle colère a-t-elle ressenti lorsqu'elle a découvert que Nana s'était enfuie lorsqu'elle est revenue à la cabane le soir. Elle a immédiatement ordonné à ses troupes de zombies de chercher Nana dans tous les coins de la forêt. Cependant, elle n'a jamais été retrouvée même lorsque le soleil s'était levé. Yuka a donc été forcée de retourner au dortoir sans résultat. Mais c'est à ce moment, alors qu'elle franchissait les portes du dortoir en portant Shinji sur son dos, que Nana réapparut enfin. Sans plus tarder, elle se jeta sur Yuka et, la pressant dans le dos, commença à chercher quelque chose que Yuka pourrait utiliser pour contrôler Shinji. Il ne lui fallut pas longtemps pour le trouver, qui s'avéra être le journal de l'école de Shinji. Ici, il est révélé que pour pouvoir contrôler les cadavres, Yuka doit prendre des objets qui ont été touchés par les cadavres au cours de leur vie. Avec le papier maintenant entre ses mains, Nana menace Yuka d'emmener Shinji avec eux jusqu'à la falaise, où elle explique ensuite comment elle est sortie de la cabane verrouillée. La méthode est simple, dit-elle. Au lieu de renforcer la porte, elle a retiré les vis des charnières pour pouvoir ouvrir la porte plus tard. Elle savait très bien que Yuka n'entrerait pas dans la hutte ni même n'essaierait de forcer la porte car le soleil était sur le point de se lever, et elle pouvait déjà deviner que Yuka verrouillerait la porte de l'extérieur. En entendant cette explication, Yuka a finalement réalisé qu'elle avait complètement perdu contre Nana. Elle s'excuse auprès d'elle, promettant de ne pas révéler tous les crimes que Nana a commis. Non seulement cela, mais elle lui a rendu les aiguilles empoisonnées de Nana. Mais malheureusement, Nana avait déjà décidé qu'elle tuerait Yuka. Elle jette le papier de test de Shinji dans l'abîme et force ensuite Yuka à révéler comment Shinji est réellement mort. En effet, Nana a trouvé une incohérence dans l'histoire de Yuka. Et ses soupçons se sont avérés vrais. Yuka a menti sur son histoire à propos de Shinji. En ce qui concerne la mort de Shinji, il est vraiment mort au cinéma. À cette époque, il n'y est pas allé avec Yuka, mais avec une autre fille. Cependant, Yuka ne pouvait pas accepter que Shinji sorte avec une autre fille car après tout, elle l'aimait depuis qu'ils étaient petits. Elle devient jalouse à chaque fois qu'elle le voit avec une autre fille. Alors, elle a décidé de faire l'impensable. Elle a mis le feu au cinéma, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur. Shinji à ce moment-là, a essayé d'aider autant de personnes que possible au cinéma, mais à la fin, il est mort d'avoir utilisé trop d'énergie. Et c'était exactement ce qu'elle espérait. Elle voulait la mort de Shinji pour avoir son corps pour toujours. Nana écoutait son histoire en silence. Quand Yuka a fini, Nana l'a poignardé avec une aiguille empoisonnée puis a jeté son corps en bas de la falaise. Après avoir disposé du cadavre de Yuka, Nana rencontre Kirara, qui attrape un serpent. Elle a un talent qui rend sa salive toxique, bien que pour le maintenir, elles doivent manger des serpents régulièrement. Nana elle-même sait que Kirara est généralement avec sa meilleure amie, Kaori. Alors quand elle la vit seule sans Kaori à ses côtés, elle devint curieuse et lui posa des questions sur Kaori. Il s'avère que la relation entre Kirara et Kaori est tendue après qu'ils se soient disputés. Pour que Nana la croie davantage, Kirara lui montre même leur conversation et comment Kaori la maudite là-bas. Mais au lieu de sympathiser, Nana pense que c'est le bon moment pour tuer Kirara. Elle a donc sorti son aiguille empoisonnée et l'a enfoncée dans le cou de Kirara. Après cela, Nana a pris les affaires et le téléphone portable de Kirara avant de jeter son cadavre à côté des morts vivants que Yuka avait précédemment contrôlés. Ensuite, elle se faufile dans la chambre de Kaori et empoisonne ses lentilles de contact. Dans les couloirs de l'école plus tard, Nana rencontre Kyuya, qui lui demande si elle a vu Yuka et Shinji. Ici, de façon inattendue, elle l'informe de la mort de Yuka. Elle a même emmené Kyuya, Michiru, Seiya et Mugo à la falaise, où elle leur a révélé tous les secrets de Yuka. Mais elle a quand même menti sur la cause du décès de Yuka. Elle affirme que Yuka a mis fin à ses jours en sautant d'une falaise après lui avoir fait prendre conscience de son acte répréhensible en tuant Shinji et en contrôlant son corps. Puis, avec une expression triste sur son visage, Nana a demandé à Mugo de brûler tous les cadavres autour, y compris Shinji et Kirara. À ce moment, Kyuya n'a pas dit grand-chose.
il a laissé Mugu brûler les cadavres. Enfin, lorsqu'ils sont revenus aux portes du dortoir, Kyuya a tenté d'exposer les crimes de Nana devant ses amis en soulignant le fait qu'elle n'avait pas d'alibi à chaque fois que les meurtres se produisaient. Mais ensuite, ils ont été interrompus par un cri provenant de l'intérieur du dortoir des filles. Apparemment, un étudiant a découvert que Kaori était morte dans sa chambre. Nana fit semblant d'être surprise de voir le cadavre de Kaori, même si elle fit ensuite un petit sourire. Elle était satisfaite de sa méthode de mise à mort cette fois car, de cette façon, elle sentait qu'elle avait enfin un alibi. Elle était avec Kyuya et les autres lorsque la mort de Kaori est survenue. Mais Kyuya se méfiait de la position de la main de Kaori, qui donnait l'impression qu'elle voulait s'arracher les yeux. Il a ensuite tenté d'enquêter sur sa mort jusqu'à ce qu'il trouve finalement du poison dans son étui à lentilles de contact. De cet indice, il pouvait déduire que Kaori était morte après avoir appliqué le contact sur ses yeux. Et cela a fait que Kyuya et les autres ont immédiatement suspecté Kirara, qui peut produire du poison. De plus, elle n'avait pas été vue à l'école depuis midi. Mais comme on pouvait s'y attendre, Kyuya n'a pas trouvé Kirara lorsqu'il a vérifié sa chambre. Il a seulement trouvé des informations selon lesquelles elle était allée chercher des serpents dans les montagnes. Sentant que ce serait une perte de temps s'il suivait la montagne, Kyuya décida alors de réexaminer la chambre de Kaori. Là, il vérifie son téléphone portable et découvre que Kirara a envoyé un texto à Kaori à 15 h, alors que lui, Nana, Michiru et les autres étaient sur la falaise. Mais en voyant le message, Kyuya est devenu convaincu que Nana était le tueur. Il a ensuite appelé certains de ses camarades de classe, dans l'intention de leur expliquer comment elle a tué Kirara et Kaori. Voici donc la déduction de Kyuya. Nana a tué Kirara le matin alors qu'elle cherchait des serpents dans les montagnes, ce qui explique pourquoi elle n'est pas revenue. Mais ils ne pourront pas trouver le corps de Kirara car son cadavre a été brûlé avec les cadavres de zombies de Yuka. C'est pourquoi Nana a demandé à Mugo de brûler les cadavres car elle voulait éliminer le cadavre de Kirara, qu'elle avait mis parmi les cadavres de zombies. Puis, alors qu'ils étaient à la falaise, Nana a secrètement envoyé un message au téléphone portable de Kaori en utilisant le téléphone portable de Kirara, qu'elle avait pris après l'avoir tué. Elle a fait cela pour dissiper les soupçons de Kyuya à son égard. Donc ça veut dire que maintenant le téléphone de Kirara est avec Nana. Kyuya était très sûr de son analyse, et sans hésitation, il a fouillé le corps de Nana, espérant trouver le téléphone portable de Kirara sur elle. Mais il n'a pas trouvé le téléphone. Il était tout naturel qu'il ne puisse pas le trouver car Nana avait attaché le téléphone à l'un des cadavres de zombies, qui fondraient s'ils étaient exposés au soleil pendant longtemps. Lorsque cela se produit, les restes de chair sur son doigt toucheront le bouton d'envoi. De cette façon, le message que Nana avait préparé sur le téléphone portable de Kirara serait envoyé à celui de Kaori. Maintenant, les autres étudiants ont vu que Kyuya avait accusé Nana sans preuve. Sans qu'on ait à le demander, ils l'ont immédiatement protégé de lui. Michiru a même dit à Kyuya de s'excuser auprès de Nana, ce qu'il a fait parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Au milieu de la nuit, Nana était assise seule devant le dortoir, pensant à jeter le poison qu'elle avait utilisé pour tuer Kaori. Mais à ce moment, Michiru est soudainement apparu et l'a prise par surprise. Nana a estimé qu'elle était de garde là-bas au cas où l'ennemi de l'humanité viendrait attaquer. Mais Michiru a dit à Nana de se reposer pendant qu'elle la remplaçait de garde. Nana accepte parce qu'elle a besoin d'une pause. Mais ensuite, alors que Nana fermait les yeux, Michiru a soudainement pointé un couteau sur son cou, affirmant que depuis le début, elle savait que Nana était le tueur. Elle sait que Nana ne peut pas vraiment lire dans les pensées. Mais malheureusement, Nana a réussi à se débarrasser du couteau de la poigne de Michiru tout en se blessant à la main. Presque au même moment, deux autres étudiants sont sortis du dortoir et ont dit à Michiru de revenir immédiatement. Et Michiru a fait ce qu'ils ont demandé sans leur parler de Nana. Le lendemain, Nana emmène Michiru à la falaise pour régler ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais dès qu'elle a vu la blessure sur la main de Michiru, elle a immédiatement su que Michiru, qu'il avait rencontré la nuit dernière et Michiru, qui était avec elle maintenant, n'était pas la vraie. Si elle était la vraie Michiru, elle guérirait certainement la blessure sur sa main. Alors, Nana a deviné que la personne devant elle maintenant pouvait se transformer. Et effectivement, un instant plus tard, le personnage s'est transformé en un homme nommé Tachibana Jin, un ancien étudiant de l'île. Jin emmène ensuite Nana dans sa cachette, où il révèle plus tard qu'il connaît tous les meurtres qu'elle a commis. C'était parce qu'il s'était déguisé en chat tout ce temps, le même chat dont Kyuya s'était occupé. Il a ensuite révélé qu'il y a 5 ans, les talentueux de l'île s'entretuaient pour déterminer lequel d'entre eux était le plus fort. Et grâce à ses capacités, il est devenu le seul survivant de l'incident. Quant à son objectif de montrer sa vraie forme à Nana maintenant, c'était parce qu'il voulait lui demander de coopérer avec lui dans l'enquête sur le gouvernement central, qu'il soupçonnait d'avoir joué un rôle majeur dans l'incident de la guerre civile il y a 5 ans. Si Nana refuse, Jin n'hésitera pas à la tuer. Mais un instant plus tard, Jin a soudainement ressenti de la douleur après avoir bu son café, que Nana avait secrètement empoisonné. Mais il s'avère que Jin ne peut pas seulement se transformer en chat. Il peut se transformer en n'importe qui et copier n'importe quel talent. Ainsi, lorsque sa vie a été menacée de la sorte, il a immédiatement changé sa forme en l'immortel Kyuya. Comme si elle réalisait qu'elle avait peu d'espoir face à un tel monstre, Nana a choisi de s'enfuir. Mais Jin ne voulait pas la laisser partir comme ça. Il se transforme à nouveau cette fois en Mogo et l'attaque avec sa capacité de feu. Mais étrangement, après l'avoir tant blessé,
Jin a amené Nana devant la chambre de Michiru pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Lorsque Nana a ouvert les yeux, Michiru était folle de joie. Elle a dit qu'elle avait trouvé Nana allongée devant sa chambre la nuit dernière, et depuis lors, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter que Nana ait été attaquée par l'ennemi de l'humanité. Voyant son innocence, Nana répond qu'elle n'a pas peur d'eux. En fait, elle les détestait parce qu'ils avaient tué ses parents. Mais d'un autre côté, leur mort a été causée par sa négligence. Il y a si longtemps, quand Nana était petite, elle se faufilait par la fenêtre après avoir joué dans sa chambre. Mais une nuit, alors qu'elle se faufilait pour acheter des fruits, elle oublia à nouveau de verrouiller la fenêtre de sa chambre, permettant aux intrus d'entrer facilement dans sa maison et de tuer ses parents. C'est pourquoi jusqu'à présent, elle se blâme toujours pour leur mort. Après que Nana ait fini de raconter son passé, Kyuya est venu demander à Nana et Michiru de le suivre dans la chambre d'un étudiant, qui était déjà bondé d'étudiants à leur arrivée. Il s'est avéré que le propriétaire de la pièce, Ryuji, avait été sauvagement tué. Mais contrairement au meurtre précédent, cette fois, le tueur n'était pas Nana. Comme un détective, Kyuya interroge Mugo, dont la chambre est à côté de celle de Ryuji, pour découvrir son alibi lorsque le meurtre a eu lieu la nuit dernière. Mais apparemment, Mugo était resté dans sa chambre toute la nuit, occupé à faire la leçon à ses 3 acolytes. Et ils n'ont tous rien entendu de la chambre de Ryuji. Kyuya a ensuite interrogé les 3 hommes de main de Mugo et leur a demandé de lui montrer leur talent. La première personne interrogée s'est avérée n'avoir qu'un talent pour changer de voix. La deuxième personne peut faire une projection astrale, tandis que la troisième personne est un homme magnétique. En plus des 3 hommes de main, il y a Fuko, la petite amie de Ryuji qui a été la première à retrouver son cadavre. Et elle était la personne la plus suspecte, surtout après que Kyuya ait découvert qu'elle avait un talent pour contrôler les éléments. Lorsque Kyuya lui a demandé de démontrer son talent, elle a utilisé le vent pour attaquer Kyuya. Et par coïncidence, Ryuji a été retrouvé mort devant la fenêtre grande ouverte, permettant au vent d'entrer librement dans sa chambre. Mais juste au moment où Kyuya était sur le point de poursuivre son enquête, leur professeur principal est venu leur dire que les supérieurs qui dirigeaient l'école étaient au téléphone. Il s'avère que c'était parce que Kyuya voulait leur signaler les meurtres à l'école. Ainsi, Nana et Michiru ont été contraints de poursuivre l'enquête sans Kyuya. Et ils ont réussi à trouver des preuves que Ryuji avait ouvert la fenêtre de sa chambre non pas pour laisser entrer le vent mais parce qu'il voulait s'enfuir après avoir réalisé qu'il serait tué. Quelques instants plus tard, alors que Nana était seule dans sa chambre, le professeur principal frappa à la porte pour lui remettre son nouvel uniforme. Elle a demandé au professeur un nouvel uniforme parce que son ancien uniforme avait été déchiré par l'attaque de Jin. Mais à ce moment-là, Nana s'est souvenu que sa bouteille de poison avait disparu. Elle n'a jamais sorti son poison de la poche de son vieil uniforme. Donc très probablement, Michiru l'avait ramassé en prenant soin d'elle. Mais avant que Nana ne puisse se rendre dans la chambre de Michiru pour chercher le poison, Kyuya est revenu pour l'inviter à interroger Fuko. L'interrogatoire, cependant, ne leur a apporté aucune nouvelle information. Au lieu de cela, Fuko fond en larmes, suppliant Nana de l'aider à venger la mort de Ryuji. Après l'interrogatoire futile, Nana se rend enfin dans la chambre de Michiru pour chercher la bouteille de poison. Incidemment, à ce moment, Michiru n'était pas dans sa chambre, donnant à Nana la liberté de fouiller toute la pièce. Mais au lieu de trouver le poison, elle trouve accidentellement le journal de Michiru. Dans le journal, Michiru a écrit sur son expérience depuis qu'elle a rencontré Nana pour la première fois en classe et comment elle l'avait toujours considérée comme sa meilleure amie de confiance à l'académie. Elle ne voulait même pas voir Nana triste, comme lorsqu'elle lui avait annoncé la mort de ses parents. Peu de temps après, Jin est soudainement apparu derrière Nana tout en montrant sa bouteille de poison. C'est lui qui lui avait pris la bouteille. Puis, tout en lui rendant le poison, il lui jure qu'il découvrira qui est responsable de la transformation de Nana en meurtrière. Mais il a légèrement reproché à Nana d'avoir soupçonné Michiru d'avoir volé sa bouteille de poison. Même Jin sait que Michiru est une fille innocente qui traite toujours bien Nana. C'est scandaleux si Nana la soupçonne. Avant de partir, Jin a demandé à Nana de vérifier la salle de bain de Michiru. Il était inquiet parce que Michiru était là depuis trop longtemps. Effectivement, quand Nana a ouvert la porte de la salle de bain, elle a trouvé Michiru inconscient dans la baignoire. Après réflexion, Nana a décidé de sauver Michiru. Il lui a fallu 2 jours pour s'occuper de Michiru avant qu'elle ne se réveille enfin. Et il s'avère qu'elle s'est évanouie parce qu'elle avait aidé un chat. Avant que Nana ne vienne dans sa chambre, Jin vient à Michiru avec un chat blessé, lui demandant de sauver le chat. Michiru finit par sauver le chat, mais parce qu'elle utilise trop ses pouvoirs, elle s'évanouit en prenant un bain. Pendant ce temps, Jin trouve un lapin mort avec une coupure au cou, la même blessure que le chat que Michiru a sauvé avait reçu. La personne qui avait blessé le lapin était toujours là, et Jin en était bien conscient. Il a ensuite appelé la personne et lui a dit qu'il savait qu'il était le tueur de Ryuji. En fait, il se fichait de savoir qui était la prochaine cible du tueur après avoir réussi à tuer Ryuji. Il lui a seulement demandé d'arrêter de blesser et de tuer des animaux innocents. La scène passe ensuite au bureau du gouvernement central, où le comité ordonne au mentor de Nana, Tsurioka, de se rendre sur l'île. Mais bien sûr, il n'a pas été envoyé pour sauver le talentueux. Sa mission était d'accélérer le processus d'élimination des talentueux. De retour sur l'île, Michiru semble s'être remis progressivement. Et à cause de cela, Nana s'est souvenu qu'elle avait perdu beaucoup de temps à s'occuper de Michiru. Elle devait retourner travailler pour tuer les étudiants,
et elle avait déjà choisi sa prochaine cible, qui était Fuko. Mais quand Nana était sur le point de partir, Michiru a essayé de lui demander de rester avec elle un peu plus longtemps. Ici, Nana commence à avoir l'air bouleversée. Après tout, elle ne pouvait pas sympathiser avec Michiru. Si ses supérieurs découvraient qu'elle s'occupait de Michiru au lieu de la tuer, ils la tueraient certainement. Elle préfère certainement que Michiru meure plutôt qu'elle-même. Mais, avant de la tuer, Nana veut d'abord savoir pourquoi Michiru est si gentil avec elle et soigne même ses blessures plusieurs fois. Il s'avère que la raison en est qu'elle avait un ami décédé d'un cancer. Depuis, elle a toujours regretté de ne pouvoir rien faire pour soigner sa meilleure amie. Sa capacité ne peut guérir que des blessures externes, pas des maladies mortelles comme le cancer. C'est pourquoi elle a toujours essayé de guérir Nana. Elle ne veut plus perdre d'amis et fera tout ce qu'il faut pour soigner ses amis avec ses capacités. L'histoire de Michiru a touché Nana, alors elle a hésité à la tuer. Plus tard, Michiru rencontre Nana dans sa chambre parce que quelque chose la dérange à propos de la mort de ses parents. L'autre jour, Nana lui a dit qu'elle s'était échappée après avoir fini de jouer dans sa chambre. Et cela fit se demander à Michiru si sa chambre était toujours aussi en désordre quand Nana revenait que quand elle partait. En entendant la question de Michiru, Nana se souvint que sa chambre était déjà rangée lorsqu'elle se réveilla le lendemain. Cela signifie que ses parents ont nettoyé sa chambre pendant qu'elle dormait et ont verrouillé la fenêtre de sa chambre. Et ça veut dire qu'ils sont morts parce que peut-être qu'un cambrioleur a fait irruption dans la maison. Nana a été choquée quand elle a réalisé tout cela, et Michiru l'a immédiatement serrée dans ses bras tout en la calmant. Elle demande à Nana de ne pas se sentir responsable ou de continuer à se blâmer pour la mort de ses parents. À ce moment, Nana a décidé qu'elle ne tuerait pas Michiru. En fait, elle ne pouvait même pas la tuer après tout cela. Le lendemain, leur relation s'est transformée en celle d'un meilleur ami. Nana et Michiru ont échangé des cadeaux et se sont souris joyeusement en les recevant. Mais plus tard dans la nuit, Jin est venu voir Nana et l'a informé que Michiru pourrait être la cible du tueur. Un instant plus tôt, Jin l'avait vu marcher vers la plage, et lorsqu'il s'était déguisé en Mugu et lui avait demandé où elle allait, elle avait simplement répondu que quelqu'un lui avait demandé de le rencontrer. Inquiète, Nana se précipita dehors pour chercher Michiru. Elle n'avait pas couru très loin quand son téléphone portable sonna soudain. Il s'est avéré qu'il venait de Tsuruoka, et il était en colère que Nana ait fait preuve de négligence dans l'accomplissement de sa mission. Il exige qu'elle tue immédiatement tous les étudiants de l'île, y compris Michiru. Pendant ce temps, Michiru rencontre enfin le tueur, qui l'attaque immédiatement et la coince. Mais juste avant que l'assassin ne lui donne un coup de grâce, Nana arrive juste à temps pour la protéger. En conséquence, Nana a été touchée par l'attaque du tueur. Nana savait déjà que celui qui avait essayé de tuer Michiru était maintenant la même personne qui avait tué Ryuji. Il n'est autre que l'homme de main de Mugo qui a un talent de projection astrale, Rantaro. Avec sa forme spirituelle, Rantaro a continué à poignarder Nana, qui persistait à protéger Michiru. Mais Nana s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas la protéger pour toujours, alors elle a commencé à insulter Michiru, espérant qu'elle la détesterait et s'éloignerait. Sa tactique a bien fonctionné. Bien qu'elle ait d'abord refusé de partir, Michiru s'enfuit après que Nana ait dit qu'elle ne la considérait jamais comme une amie. Elle n'utilisait sa stupidité qu'à son avantage. En voyant Michiru partir, Rantaro a l'intention d'achever Nana afin qu'il puisse rattraper Michiru. Cependant, il a soudainement gémi de douleur en se tenant le cou, comme si son cou était étranglé. Que lui est-il réellement arrivé? Pour connaître la réponse, il faut remonter à il y a quelque temps, avant que Nana ne parte à la recherche de Michiru. Juste à ce moment-là, Nana a rencontré Kyuya et lui a parlé de l'identité du tueur, Rantaro. Par conséquent, tout en cherchant Michiru, elle a demandé à Kyuya de trouver le vrai corps de Rantaro et de l'arrêter. Après un certain temps de recherche, Kyuya a finalement trouvé le vrai corps de Rantaro, caché dans la cabine des toilettes. Il décida donc de l'étrangler pour faire revenir son corps astral à son corps d'origine, sauvant ainsi Nana par la même occasion. Mais malheureusement, il était un peu en retard car maintenant Nana était grièvement blessée. Elle a même réalisé qu'elle était en train de mourir lorsque l'image de ses défunts parents lui a traversé l'esprit. Mais au moins, elle pouvait quitter le monde avec le sourire car elle avait enfin trouvé un ami qu'elle n'avait jamais eu. Alors que Nana était allongée sur le sol avec son dernier souffle, Michiru est revenu de manière inattendue et a guéri sa blessure. Mais il s'avère que les blessures de Nana sont trop graves, forçant Michiru à utiliser toute son énergie juste pour la guérir. En fin de compte, Michiru a réussi à sauver Nana, même si cela lui a coûté la vie. Et cette série se termine en montrant Nana étreignant Michiru, pleurant amèrement à la perte du seul ami qu'elle ait jamais eu. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que Among Us Games s'avère avoir sa propre version anime. Il y a beaucoup d'animes qui ont un concept similaire. Mais qu'est-ce que tu penses? Nana sans talent est-elle le meilleur anime avec un concept similaire à Among Us?